la main. Du coup, je connais quasiment tout le monde ici, mis à part Tristan, du coup, enchanté. Mais du coup, je me présente rapidement. Je suis Camille Doliger, la responsable de l'incubation et du coworking à la Why Not Factory, qui est l'incubateur du groupe IGS, donc un regroupement de pas mal d'écoles. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Tarak et Hugo qui sont des experts en growth, notamment via l'agence Copernic et qui accompagnent aussi pas mal d'entrepreneurs et apparemment aussi de salariés sur ces sujets-là. Et donc l'idée, comme le disait si bien Tarak à l'instant, l'idée c'est vraiment pas d'avoir du contenu descendant dans ce talk, mais plutôt de faire un échange tous ensemble. J'imagine, enfin chacun vous venez avec vos univers, vos startups ou vos entreprises avec un stade d'avancement différent, avec des problématiques différentes. Profitez vraiment de ce moment pour faire connaissance avec Tarak et Hugo, pour poser vos questions et pour obtenir un maximum de réponses, sachant que j'ai bien conscience qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en sont au stade zéro en termes de growth et qui cherchent aussi un petit peu à défraîchir ce terrain et à avoir des outils, des premières techniques pour mettre en place aussi des démarches et des process dans leur boîte. Mais du coup, Tarak et Hugo, je sais pas si vous voulez peut-être vous présenter rapidement pour commencer et puis dire un petit peu Oui, bien les sûr. sujets sur lesquels vous intervenez pour que ça parle bien à tout le monde. Bien sûr, vas-y Hugo. Ouais, alors bah du coup moi Hugo, enchanté tout le monde, je suis en stage actuellement pour valider mon master chez Copernic, donc je suis pas du tout loin de vous hein, en termes d'études, on est à peu près pareil, mais du coup ouais c'est vrai que ça fait maintenant plus de 2 3 ans que je suis dans Gros Hacking et que j'en pratique du coup bah, chacune de mes expériences pro. Et là, du coup, chez Copernic, on a la chance de pouvoir expérimenter beaucoup de choses avec nous. Donc, ce qu'on fait chez Copernic, c'est qu'on vend le logiciel HubSpot, on l'installe dans des entreprises. Et en fait, le but, c'est de faire du gros par rapport à ça. Donc, d'essayer de se développer le plus possible. Je ne sais pas du tout à quel point vous êtes familier avec la notion de grosse. Je pense que Tarak va peut-être faire un petit pitch aussi pour présenter vraiment ce que c'est le gros hacking de la grande ligne, pour qu'on puisse au moins tous s'aligner sur certains termes, certains mots-clés, etc. Donc voilà, ça fait, pour finir, ouais, ça fait 3 mois que je suis en stage maintenant chez Copernic et ça se passe assez bien, on est plutôt content. Voilà. Donc je vais dire, enfin Tarak va plutôt présenter le gros, je pense, et ce qu'il fait aussi chez Copernic. Parfait, super. Merci Hugo. Alors, donc moi je m'appelle Tarak. J'ai développé deux boîtes avant de rejoindre Copernic. Concrètement, mes deux boîtes, c'était deux accélérateurs de startups. Je coachais des entrepreneurs. Au début, j'ai commencé à Toulouse. C'était des startups à impact positif, de passer de 0 à 1. Et puis, j'avais un beau rayonnement en Occitanie et j'ai quitté ma boîte pour reconstituer une autre qui s'appelait Ikigai sur pareil, l'accompagnement des entrepreneurs, toujours pareil de 0 à 1. 0, j'ai une idée, j'ai envie d'utiliser des techniques, je sais pas comment, je sais pas comment commencer, je sais pas comment recruter, mais je sais que j'ai une idée, j'ai envie de la développer. Et c'est vraiment, voilà, je commence à avoir de l'attraction, j'ai envie de scale un petit peu mes process, et surtout, j'ai envie d'aller chercher des invests pour avoir plus d'argent. Là-dessus, moi, je suis passé en tout et pour tout en 2 3 ans, je suis passé de 0, comme le disait dans son petit descriptif, Camille, je suis passé de 0 à 400 entrepreneurs partout en France en les coachant. Moi, c'est une vraie passion que j'ai aujourd'hui. Je propose aussi des officers aux entrepreneurs en pro bono, juste entrepreneurs pour discuter et pour contribuer un petit peu à leur succès. Et aujourd'hui, avec Hugo, je suis Head of Growth chez Copernic, première agence spot en France aujourd'hui. Et notre travail, c'est comment aussi bien les TPE que les PME et les équipes marketing, les équipes sales et les founders peuvent utiliser HubSpot pour mieux croître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un alignement des data et s'outiller en termes de solutions.
Alors, on m'a posé beaucoup la question en termes de growth hacking. Le premier qui m'a beaucoup posé la question quand je me suis remis, c'est Hugo, sur toute la partie growth hacking, automatisation. Et on s'est rendu compte très vite, lui et moi, qu'il fallait beaucoup plus un cadre que de penser directement à l'automatisation de process. Donc aujourd'hui, en fait, on est reparti sur des bases, entre guillemets, très simples. Chose que moi, j'avais commencer un petit peu à ignorer, c'est toute la partie audience. Je sais que potentiellement Camille, dans son accélérateur incubateur, vous parle beaucoup de toutes les personas. Moi, je pensais que c'était très théorique, mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on fait pas mal d'erreurs parce qu'on squeeze un petit peu cette étape-là en pensant que directement, en automatisant, en utilisant les meilleures solutions du monde, on va pouvoir avoir des résultats super concrets. Pas du tout. C'est vraiment repartir de la partie data. Quel est mon ICP? Mon ICP, c'est Ideal Customer Profile. En gros, c'est quelles sont les entreprises que je veux targeter, quels sont leurs secteurs d'activité, quelles sont les tailles de ces boîtes-là. En fonction de ça, c'est surtout quels sont les interlocuteurs auxquels je veux m'adresser. C'est des CMO, c'est des sales, c'est des DevOps, etc. Donc là, c'est vraiment les fonctions. Et ensuite, faire les choses très simples au départ. Aller discuter avec des dizaines de personnes de votre persona pour déjà comprendre ce qu'on appelle chez nous le produit market fit. Avant de parler automatisation, avant de parler solution, c'est des choses très simples, choses qu'on fait toujours avec Hugo, c'est d'aller discuter avec mon père sur LinkedIn. Donc il n'y a pas besoin d'automatisation au départ, c'est vraiment de commencer à discuter, de se rendre compte des pains, donc des points de difficulté que nos audiences pourraient avoir, et en fonction de ça, de commencer à avoir nos premiers clients. Moi, je sais que c'était quelque chose que j'avais mis en place chez Ikigai. Donc, Ikigai, c'était mon accélérateur. On avait commencé à Toulouse. On n'avait même pas de site internet. On n'avait même pas d'espace de coworking. On était dans les rues, dans des bars. Et on appelait des entrepreneurs. On savait réellement l'audience à laquelle on voulait s'adresser. Et on est passé de 0 à 30 rien en appliquant cette méthode-là. Donc, du growth, c'est pas seulement de l'automatisation et c'est pas seulement des solutions. C'est vraiment être capable de faire des choses simples. Voilà. Est-ce que par rapport à déjà... C'est un état d'esprit, quoi, le gros, si on peut résumer ça à ça, je pense. C'est vraiment essayer de réfléchir de manière à faire en sorte de trouver quelque chose, une action, bon, souvent c'est une action marketing qui fonctionne, et de se dire, ok, comment est-ce qu'on pourrait élargir ce qui fonctionne, comment est-ce qu'on pourrait le rendre, bah, nous on appelle ça plus scalable. Comment on pourrait faire grossir le truc. Et une fois qu'on arrive à faire grossir cette action-là, on cherche à l'automatiser et à la rendre récurrente tous les jours, toutes les semaines, peu importe, pour que ça nous ramène en fait du business et que ça nous aide au quotidien, tout en nous libérant du temps de travail. C'est ça qui est aussi important, c'est que vu qu'en gros, on arrive à automatiser beaucoup de choses, ça nous libère du temps de travail pour faire d'autres choses, plus d'expérimentation. J'avais quand même envie d'interrompre aussi un petit peu le truc pour faire un petit tour de table sur où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport au gros hacking. Est-ce que pour vous, c'est juste une notion? Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses chez vous, dans vos boîtes, même si c'est pas vraiment encore des boîtes, hein, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec le gros hacking, quoi, tout simplement? Je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Allez-y, prenez la parole, hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Bah, pour moi, en tout cas, c'est juste une notion, comme tu dis. Donc, c'est par curiosité que je suis venu en fait, sur ce webinaire, du coup, pour en apprendre plus et puis pour la suite automatiser plus mes ventes, parce que je connais un peu la notion, mais j'ai vraiment pas d'expérience dessus, c'est pour apprendre. D'accord. Okay. Et question par rapport à ça, pourquoi tu t'es dit à l'heure d'aujourd'hui, il est 18h, pourquoi tu t'es dit que un sujet sur le droit pouvait t'intéresser? Et surtout, quand tu parles d'automatisation, pourquoi tu penses direct à l'automatisation? Bah, ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, que je vois le sujet passer sur LinkedIn, sur plusieurs réseaux, etc. Et je m'étais pas encore penché dessus. Et étant donné que là, je suis sur une phase de mon projet sur laquelle j'ai envie d'avoir accès à plus de prospects et de clients. Donc, après, pour moi, peut-être que ça va pas bien direct, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça permettait justement d'avoir un accès plus automatisé et un accès plus fort, tout simplement, à des prospects et des clients. Alors, la définition est très très bonne. Après, il faut faire très attention sur cette partie automatisation. Aujourd'hui, tu es à peu près à combien de clients? Et c'est quoi ton process avant l'automatisation? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Du coup, moi, j'ai que un client, que un lieu sur lequel j'ai installé mon premier distributeur. Et pour l'instant, je fais de la prospection dure, du coup, soit par mailing, j'ai un mailing automatisé, ou soit par téléphone. Alors, c'est vraiment ça la chose. Pour moi, l'automatisation à ton niveau à toi, c'est être capable de générer des bases de données qualifiées. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, reprendre un petit peu la partie de l'audience, c'est d'utiliser par exemple LinkedIn Sales Navigator. Hugo est très très bon là-dessus. Ouais. D'utiliser LinkedIn Sales Navigator, de savoir quels sont les secteurs d'activité avec lesquels tu aimerais non pas vendre, mais parler. Et Ouais. au sein de ces secteurs d'activité-là, quelles sont les personnes? Est-ce que c'est plutôt des CMO? Est-ce que c'est plutôt des directeurs commerciaux? C'est quoi la personne à l'intérieur de l'entreprise avec laquelle Ouais. tu aimerais discuter? Pour moi, l'automatisation, automatiser des emails, je sais, on s'est cassé les dents avec Hugo, on se casse les dents tous les jours parce qu'on veut, même nous, on va aller vraiment trop vite. Et à la fin, ça décolle pas. Ça décolle pas parce que tu vas aller trop vite et tu veux automatiser des choses sans réellement comprendre et prendre le temps de comprendre à qui tu veux parler. Donc pour moi, Mhm. l'automatisation là, c'est vraiment d'utiliser LinkedIn Sales Navigator, de comprendre ton audience et ensuite, en fonction de ton audience, de créer des bases de données qualifiées. Nous, on utilise des boucles d'enrichment. Donc concrètement, on utilise deux solutions aujourd'hui qui sont Call CRM et Drop Contact, qui te permet ensuite Ouais. d'enrichir et en fonction de ça, de faire du multicanal. Multicanal, c'est quoi? C'est est-ce que ton audience, elle traîne beaucoup plus sur LinkedIn ou elle traîne beaucoup plus par email? Quelle est la chose la plus simple pour rentrer en contact avec elle? Lou, Lucie aimerait parler. Ok, merci. Alors, c'est Nariman. Nariman, tu veux intervenir? Oui, j'avais juste une petite question. Je m'excuse déjà, je ne peux pas activer la caméra car elle ne fonctionne pas. Mais en fait, j'avais une question par rapport à ça. Comment est-ce que ça se passe quand on a en fait des clients qui sont quand même assez diversifiés? Comment est-ce qu'on met en place ce système d'automatisation, sachant qu'il doit être personnalisé selon les interlocuteurs qu'on a en face? Alors, la première question que j'aimerais poser, c'est pourquoi tu penses à l'automatisation? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Par exemple, prospecter des clients, c'est vraiment c'est un travail assez fastidieux. Moi, je suis dans le BTP. Donc, c'est très vaste. On a les particuliers, on a les pros, et dans les pros, on a vraiment plusieurs catégories de professionnels. Et même les partenaires qui sont des clients, enfin, dans ce milieu-là, tout le monde est concurrent, tout le monde est client, c'est un peu spécial. Et donc, c'était pour ça, en fait. C'était parce que ça nous demandait beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Alors, c'est ça la plus grosse difficulté que je vois. Surtout quand tu parles comme ça, t'es dans une situation super concurrentielle. Va très attention à ce qu'on appelle le copywriting. Concrètement, tu peux vraiment automatiser des choses à partir du moment où tu as commencé à envoyer des séquences. Nous, on utilise Lemlist, par exemple, des séquences sur Lemlist, tu récupères tes datas. Donc, au début, pour moi, c'est quelque chose qu'on dit en anglais, c'est do things that don't scale. C'est n'automatise pas au départ. Vraiment, prends le temps de vraiment connaître ton audience. Je pensais vraiment, on me l'aurait dit, j'aurais été à votre place, on me l'aurait dit, j'aurais dit, putain, pareil, il m'emmerde avec sa partie audience, mais c'est très, très, très important parce que chez Copernic, on se casse aussi pas mal les dents parce que HubSpot, c'est destiné à toutes les boîtes au monde. Donc, on est sur un marché super, super large qui te ressemble avec beaucoup d'agences aujourd'hui. Mais si on ne prend pas le temps de moins penser à l'automatisation et plus à créer du contact avec la personne et d'envoyer des messages qui sont super personnalisés parce que l'heure d'aujourd'hui part du principe que tout le monde parle d'automatisation. On est dans une groupe de pas beaucoup de personnes, vous ne connaissez pas forcément, pourtant vous avez eu la même question, c'est comment j'automatise des choses. Donc en fait, partez du principe que tout le monde veut automatiser. Donc ça, c'est aujourd'hui, on est en 2021, tout le monde veut automatiser. Aujourd'hui, c'est pas là où vous allez gagner des points. Votre premier objectif pour moi, c'est vraiment d'atteindre les personnes, d'atteindre votre audience et de comprendre, surtout sur un marché super vaste, à la fin de comprendre quel est mon corps de cible. Parce que tu ne vas pas pouvoir développer tout pour tout le monde. Tu vas forcément avoir des points de frustration adaptés à des audiences. Et ça, tu ne peux pas automatiser quelque chose que tu ne connais pas. Pour moi, c'est vraiment, tu automatises à partir du moment où tu as la data, et la data qui est bonne. La data qui est bonne, si je te donne un exemple, c'est tu envoies un email, il y a deux data. Il y a l'open rate, c'est est-ce que la personne a réellement ouvert l'email et surtout, est-ce que la personne m'a répondu. Si j'envoie des batchs d'emails soi-disant automatisés
avec une partie qu'on appelle icebreaker, mais vraiment, on voit directement très loin que c'est très, très automatisé, la personne ne va pas te répondre. Donc, tu vas te concentrer sur automatiser beaucoup de tâches, mais avec un ROI de 0. Alors que moi, je travaille beaucoup aussi avec les équipes de l'Emlist, je me fais challenger par eux, où ils sont vraiment dans une approche où va contacter 30 personnes, mais vraiment comme si tu écrivais à une personne que tu connaissais pour prendre rendez-vous avec cette personne-là. Plus tu multiplies ces rendez-vous, plus tu prends tes notes avec ton CRM, et plus justement tu vas pouvoir déterminer ton audience. Une fois que tu as déterminé ton audience et que tu vois que tes emails, par exemple, ou ton LinkedIn, et tu reçois de plus en plus de réponses, là, tu peux venir automatiser des choses parce que ton content, tu as commencé à mesurer, donc tu as un content market fit. Tu commences à déterminer si c'est plus LinkedIn, email, Twitter, autre chose. Donc, c'est ton channel market fit. Et grâce à tout ton discovery, tu atteins ton produit market fit. Une fois que j'ai tous ces 3 objectifs-là atteints, là, je vais pouvoir automatiser parce que je vais en partir en scale. Et donc, au début, je prends vraiment mon temps. Et ensuite, si je suis vraiment sur un modèle de SaaS, parce que nous, par exemple, à l'agence, on a des paniers moyens entre 5 000 et 10 000 euros. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes. On a juste besoin d'avoir 10 personnes par mois qui payent 10 000 euros. C'est très bien, ça nous suffit. On n'est pas obligé d'avoir un modèle de SaaS où on a une croissance exponentielle. Donc, pour moi, on ne devrait même pas automatiser. On devrait prendre vraiment le temps de rentrer dans le concret. Donc pour moi, je ne parlerai même pas d'automatisation, surtout sur un marché que tu ne connais pas. Bon, j'ai été très long, mais j'ai pu répondre. Pour simplifier un petit peu tout ça, en fait, tu n'as pas le choix. Et à un moment donné, il faut que tu segmentes ton audience. Comme tu disais, tu travailles dans le BTP et ton audience est super large. Mais il y a un truc qu'on s'est rendu compte, c'est que en fait, tu n'auras pas le choix. Et à un moment donné, il faut que tu testes des choses par verticale, par secteur d'activité, admettons. Et que tu t'essayes de faire un message personnalisé pour ce secteur d'activité-là en particulier, tu vois. Et après, tu vas pouvoir te dire, ok, tiens, ce secteur d'activité-là, il a mieux marché que celui-là, donc j'ai plutôt favorisé celui-là, et t'en testes d'autres comme ça à la suite, et c'est vraiment, essayer de comparer ce qui est comparable, en fait. Surtout ça. Est-ce qu'on a pu répondre un minimum à ta question ou pas? Allô? Ah, bon, on a perdu. Non, excusez-moi. On a trop parlé, tu t'es échappé en fait. Non, merci beaucoup. Je pense aussi qu'il va falloir à un moment segmenter, cibler du coup les clients qui seront le plus importants pour nous. Alors, j'ai parfaitement bien compris, merci. Il n'y aura malheureusement pas de moyen magique de contenter tout le monde à la fois, tu vois. Mais oui, parce qu'au début, quand on commence, on veut tout avoir, et puis c'est un peu le piège des jeunes entrepreneurs, on veut tout. On est un peu trop gourmand et au final, il faut spécialiser sur... Ça demande du travail, segmente, tu verras que je pense que ça ira mieux. Tu peux être gourmand, hein. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, si je suis gourmand et que je ne connais pas mon marché, je n'automatise pas. D'accord. Et justement, c'est aussi l'erreur que je vois avec beaucoup de personnes qui me parlent de growth et qui prennent des officers avec moi. Où la première question qu'ils me posent, c'est « Tarak, aide-moi à automatiser ». La première question que je pose, c'est pourquoi. Parce que le growth, ce n'est pas que l'automatisation. Vous avez sûrement entendu de parler du funnel art, de l'acquisition, activation, référence, rétention, etc. Moi, j'avais dit justement à Camille que je n'allais pas rentrer dans cette partie-là, puisque y a des vidéos qui sont super là-dessus et pour moi, j'ai rien à vous apprendre. C'est vraiment prendre chaque lettre du funnel et pouvoir le développer en fonction de l'état de développement dans lequel vous êtes. Là, à mon avis, vu les questions, c'est beaucoup de questions sur l'acquisition et non pas sur la monétisation, le référol, etc. Puisque vous êtes petit aujourd'hui, vos activités sont petites aujourd'hui. Donc pour vous, vos questions, c'est vraiment des questions de comment je vais chercher mes premiers clients. Bon, si je comprends bien les questions de votre question. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui ont peut-être mis en place des choses dans leur business pour justement de l'acquisition et qui pensent que ça pourrait être amélioré ou que ça fonctionne pas très bien? Moi, Vas-y, ici. Bonjour. Enchanté. Je présente rapidement mon activité. Je suis coach en développement personnel. Du coup, j'aide les gens en manque de confiance en eux à s'accepter tels qu'ils sont. J'ai pas mal de choses. J'ai assisté à pas mal d'événements de ce type, justement pour améliorer ma stratégie d'acquisition client. Parce que moi, c'est ça mon vrai souci. Moi,
tout ce que la partie automatisation, je pense que ça, c'est pas pour moi et c'est pas la raison pour laquelle je suis là. Et du coup, ce que j'ai mis en place actuellement, ben, je fais pas mal je fais pas mal de posts. Enfin, tu vois, je me suis mis sur les réseaux sociaux, pas mal. Et j'essaie de faire pas mal de mettre pas mal de contenu pour pouvoir me faire connaître, pour que les gens ils viennent vers moi. Ça, c'est déjà très, 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 très bien. Une chose aussi que j'ai pas forcément dit, et merci d'ailleurs pour ta question, c'est le côté branding. À l'heure d'aujourd'hui, par exemple, je fais beaucoup d'office hours la semaine dernière. La chose récurrente que je disais, c'est aujourd'hui, pour développer un service, surtout quand on n'est pas très très connu et quand on est sur une situation super concurrentielle, c'est vraiment, moi ce que je demandais à mes entrepreneurs que je coachais, c'est développer une sorte de manifesto. Le manifesto a évolué. Au début, moi, en 2016-2017, c'était beaucoup sur Medium. Aujourd'hui, on peut faire des vidéos. Mais c'est en fait comprendre la raison pourquoi tu veux développer aujourd'hui. Donc, tu fais du content, super. Il me tarde de voir ton reach sur LinkedIn, Twitter, etc. Mais est-ce que le premier content que tu as fait, par exemple, c'est de prendre la parole, vidéo ou article, en disant « Ok, je m'appelle Brian et concrètement, voilà ce que je fais aujourd'hui. » Et voilà pourquoi je le fais. Et ça, je vois beaucoup d'entrepreneurs au départ ne squeezer un petit peu cette étape-là, penser directement que le sales, ça va se faire tout seul. Le sales, c'est difficile. On va automatiser. En automatisant, on va pouvoir tout faire. Non, aujourd'hui, il faut faire des choses simples. Ouais. Justement, ça, je l'ai fait sur Instagram. D'ailleurs, c'est le post qui a le mieux marché. Et le souci, mon vrai souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parler, échanger, discuter avec moi. Mais après, pour passer à l'action, là, il y a quelque chose qui se passe et ça se fait pas. Et alors là, je t'aime beaucoup parce que je reprends ma casquette parce qu'en même temps, je suis prof et en même temps, je suis sales. Donc, je suis pas un fanat de tout ce qui est Facebook Ads, etc. Mais par contre, j'étais très sales. Moi, dans ma boîte à moi, je suis devenu sales par hasard parce que j'étais le seul sales, le seul mec qui voulait vendre aux entrepreneurs. Et donc, en fait, là, par contre, c'est plus une question, non pas d'acquisition, puisqu'en fait, les gens viennent à toi, mais c'est plutôt de, ok, par exemple, j'ai Tarak en face de moi, comment je vais m'adresser à Tarak en discussion, donc c'est plutôt l'activation, comment je vais m'adresser à Tarak en discussion pour convertir Tarak. Quels sont les mots-clés et ça. Et en fait, tout ce que je dis, je fais du coaching également sur la partie sales. Première question que je pose, c'est combien de temps vous parlez. Là, je parle beaucoup, mais concrètement, si j'étais en mode sales, je te ferais parler 80% de ton temps pour vraiment t'écouter au maximum. Il y a des entrepreneurs qui me disent oui, mais quand est-ce que je pitch mon produit? Je leur réponds, tu ne pitches pas, j'en ai rien à foutre que tu me pitches ton produit, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si je vais vers toi et que moi, je vends par exemple le produit A, je vais déjà m'intéresser à Brian. Avant de penser au produit A, je vais commencer à créer une relation entre Brian et moi. Et en fonction de la relation, forcément, tu vas me poser la question, et toi, Tarak, tu fais quoi? Et là, je vais pouvoir te dire, moi, aujourd'hui, voilà ce que je fais. Et parce que je t'ai bien écouté au début, je vais pouvoir vraiment te donner des mots-clés qui vont résonner dans ta tête. Par exemple, tu vois, comment je me suis développé de 0 à 400 avec ma boîte. Concrètement, c'était aujourd'hui, si je parlais à un entrepreneur, les 2 mots-clés que je dirais, c'est aujourd'hui, être entrepreneur, c'est difficile. Surtout quand tu es seul. Là, il n'y a personne qui va me dire non. C'est l'isolement de l'entrepreneur. Donc, la première chose, c'est de développer une communauté. Je disais, est-ce que ça te dit de rejoindre une communauté sur laquelle tu pourrais échanger avec des gens de tous les sujets, comme toi? Les gens, forcément, ils disent oui, puisqu'ils ne veulent plus être seuls. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est, ok, mais développer une communauté, c'est cool. Les Slack, etc., ça marche. Par contre, que dirais-tu que moi, je te coach tous les jours sur les points clés de ta boîte? Et là, normalement, si je t'ai bien écouté et que moi, je t'ai donné ces 2 points clés, je suis capable de te closer. Et je suis capable de vendre, entre guillemets, ce que je veux. Parce que, entre guillemets, parce que je viens plutôt en réponse à une question, réponse à un contexte, et si tu es devant moi, c'est que tu es curieux et que tu es en recherche. À moi de creuser la curiosité et la recherche pour te vendre le produit, la solution que je veux. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais quand tu parles à quelqu'un, un prospect à toi? Tu prends ce temps-là ou pas? Oui, je prends ce temps-là. Oui, je prends ce temps-là. Mais après, moi, j'ai les 2 soucis, justement. J'ai les soucis justement de, comme tu m'as dit, d'activation, c'est ça? C'était une activation.
Mais après, une fois que ces gens-là, j'ai cette petite niche-là, ben, après, il y a le reste en fait. Parce que comme il faut que je continue à Le reste, c'est le closing. oui, le closing. Oui, non, mais après, comme je continue à développer mon branding, comme tu disais, euh, j'aimerais aussi attirer, du coup, d'autres clients en parallèle aussi. Ouais, non, mais ça, on a bien compris, mais du coup, essaye de, par exemple, si tu as une base de clients à l'heure actuelle, Ouais, nous, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de se dire, OK, on regarde qu'est-ce qu'on a comme clients, on essaie de trouver des points communs entre eux aussi, des secteurs d'activité, peut-être certains éléments qui les font se rejoindre entre eux, et d'essayer d'aller vraiment attaquer cette verticale-là, tu vois. Parce que s'il y a des choses que tes clients ont en commun, il y a de grandes chances pour que tes potentiels clients aient cette chose-là aussi en commun. ouais, Tu vois. d'accord, ok, je vois Donc, très bien. Là, je vois très bien. D'accord. ça peut être beaucoup de choses. Hein. Vas-y. C'est dupliquer ce qu'on appelle aussi, qu'on utilise beaucoup sur Facebook Ads, mais nous, avec Uco, on le fait aussi tout le temps, c'est du lookalike audience. C'est aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai commencé à dire tout à l'heure en termes d'audience, c'est que ton cœur de cible. Tu vas pas pouvoir faire tout pour tout le monde. Par contre, il vaut mieux que tu fasses un truc très bien pour un cœur de cible. Et là, tu as un taux de closing de 1 sur 2, de 50%, qui est déjà très bien à la base. C'est-à-dire que chaque fois que tu rencontres deux personnes, tu closes une. Donc ça, c'est magnifique. Parce que 98% de closing, ça n'arrivera pas. Donc déjà, au tout début, quand tu arrives à ça, quand tu ne connais pas encore ton audience, c'est super. Ensuite, comme a dit Hugo, c'est du lookalike audience. C'est concrètement, quelles sont les caractéristiques de mon audience, pourquoi aujourd'hui j'aimerais en atteindre d'autres, et pourquoi tout simplement pas me concentrer sur les gens qui viennent me voir et développer cette audience-là, mais au lieu d'en avoir 10, d'en avoir 20, d'en avoir 30, d'en avoir 40, mais de cette même audience. D'accord. Pourquoi j'aimerais en avoir d'autres? Tu t'es posé la question? Tu vois, typiquement, dans ton genre d'activité, je trouve que le referral, ça pourrait aussi être un très bon point, tu vois. Parce que je pense que tes clients sont aussi des gens qui communiquent beaucoup autour de leurs problèmes avec leur entourage, leurs amis, etc. Et si ça les a aidés, eux, ça pourrait très bien aider leurs amis, leurs proches, leurs connaissances. Donc, ouais, je pense qu'il y a aussi une petite piste à explorer du côté referral de ton côté. Ok, ça marche. Mais si tu veux, on le fera en office hour. On reprendra ça ensemble et on t'expliquera. Mais voilà, pour finir, pour redonner la parole aux autres partenaires de l'audience, pourquoi aujourd'hui tu t'es posé la question d'aller chercher d'autres personnes et pourquoi pas tout simplement développer ton cœur aussi? Parce que mon cœur de cible, justement, au début, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'était pas bien défini. Au début, c'était à cause de ça. Maintenant, je suis en train de mieux le définir. C'est pas encore ça, mais je me rapproche de vraiment ce que je veux. Et comme Udo il a dit, des personnes vraiment qui, voilà, et cette personne-là, je discute avec elle, une autre personne qui lui ressemble, quoi. Ouais, qui a des points communs, quoi. Qui a des points communs, qui a tout ça. Là, je suis vraiment, c'est cette semaine en plus, hein, c'est vraiment récent. Je suis vraiment en train de bien cibler le. Après, ça prend beaucoup de temps de segmenter son audience et nous on le fait depuis 3 mois, on n'a pas du tout fini de le faire. Enfin, c'est des trucs qui prennent, c'est une constante amélioration et ça évolue et ça avec le marché en plus. Donc c'est vraiment pas simple. Hein. Mais voilà, tu es sur la bonne voie, je pense, parce que tu fais la démarche qu'il faut pour pouvoir juger si les gens ont des traits en commun. Quoi. Ok, d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que Laurie ou Noëlla auront des questions? Je me présente rapidement. Moi, en fait, je suis en train de préparer la création d'une entreprise pour vendre des objets connectés pour chats qui vont permettre de faciliter la gestion de leur alimentation et de leur poids. Donc, moi, c'est un peu particulier parce que du coup, Bon, là, il faut que je commence à communiquer, à prendre la parole. Mais comme il va y avoir une grosse phase de R&D et de développement des produits avant la commercialisation, ça va être du teasing, ça va être prendre la parole, mais pendant des mois avant que la commercialisation démarre.
Et ça, tu es à l'aise avec un petit peu fake it until you make it, c'est-à-dire, parce que moi j'ai coaché aussi des entrepreneurs à New York qui développaient un produit connecté, mais cette fois-ci pour l'asthme, et qui avait, c'est pour ça que je fais pas beaucoup d'hardware, parce que je trouve ça beaucoup plus difficile à commencer qu'une simple landing page. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Juste t'attends wait and see ou t'essaies de, comme tu as dit, de teaser et de créer un début de communauté? Alors, j'ai créé un compte Instagram non méchant depuis février pour justement commencer à créer une communauté et à un moment donné switcher, leur expliquer mon projet et les faire switcher sur la page Instagram de ma boîte. Ouais. J'ai pas encore pris la parole au nom de ma boîte. Sur rien du tout. Sur aucun. Et justement, il faut pas. C'est mon objectif. Non. Enfin, moi et tu peux demander à Hugo, je me bats à l'intérieur de Copernic, mais je me bats également avec les entrepreneurs. Aujourd'hui, les gens vont te suivre parce que c'est toi. Ils vont pas te suivre parce que c'est ta boîte elle n'existe pas. Donc en fait, en plus, tu vends l'émotionnel. Donc par exemple, je trouve ça super que tu aies créé un Instagram avec tes chats. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu communiques une valeur émotionnelle. Tu parles de toi, tu parles de tes chats, tu racontes un petit peu ta story, tu dis voilà pourquoi tu as voulu créer ça, et tu prends en fait les gens, tu prends un petit peu les gens en développement et tu les aides à co-construire le produit avec toi. Je pense que c'est super. Pour l'instant, je n'aurais pas parlé du projet. Enfin, j'ai posé des questions, une ou deux questions sur comment ils font eux avec leur chat pour faire je ne sais quoi, mais pour l'instant, je n'ai pas du tout développé. Mais je parlais pas en non-corporate. Je me bats avec Hugo aussi quelquefois là-dessus où j'essaie vraiment de discuter personne à personne. Je fais pas de corporate. C'est vraiment Tarak qui parle à l'audience. Et j'essaie de développer une relation intuitu personnelle avec chacun d'entre vous. Mais je parlerai jamais au nom de Copernic, je parlerai jamais au nom d'Ikigai, je parlerai jamais au nom. Non, c'est humain à humain. Donc pour moi, vraiment de continuer à parler et puis au fur et à mesure leur dire voilà, moi je suis en train de travailler dessus, moi j'ai compris là-dessus, j'ai besoin de vous poser des questions. Vraiment ça, je pense que c'est super. Et je vois beaucoup de boîtes le faire. Un exemple, Respire. Respire pour moi, elle a rien créé et aujourd'hui c'est vraiment son marketing qui fait ça. Parce qu'aujourd'hui, Givenchy, L'Oréal, etc., ils peuvent faire 10 fois plus qu'elle. Par contre, ce qu'elle a fait, c'est avant même de créer le produit, de prendre à part sa communauté et de co-créer le produit avec eux. Donc, pour moi, je parlais jamais en non-corporate. Je pense que ce que tu fais, c'est très bien. Ouais, genre, mets-toi en avant toi avant de mettre en avant ton entreprise parce que tu sais, c'est beaucoup moins personnel et je pense qu'au début, un business, quand ça se lance, ça a aussi besoin il faut qu'il y ait de l'humain derrière, tu vois. Et je pense que tu seras plus humaine que un logo et un nom, tu vois. Donc concrètement, je pense que ouais, c'est mieux que tu parles en ton nom de ton projet et de dire ok, voilà, je compte faire des produits qui font ça, ça, ça. La boîte va s'appeler tant. Enfin, t'essaies d'en parler, mais en ton nom, quoi. Et je pense que ouais, ça pourra, dans un premier temps en tout cas, t'aider à mieux faire décoller le business. Ça, c'est sur Instagram quand je m'adresse à mes futurs clients, mais par exemple sur LinkedIn, il faudrait quand même que j'ai une page au nom de ma marque, non? Non, pas forcément, et c'est une des questions que j'adore, c'est est-ce que je dois me comporter différemment en fonction des différentes chaînes que j'utilise? Non. Puisqu'en fait, LinkedIn, forcément, tu vas avoir un langage un petit peu différent, mais à la fin, c'est des gens. Donc, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest et TikTok et tout, c'est des gens pour d'autres gens. C'est un réseau social. On l'oublie, mais c'est un réseau social. Donc, et toi, ta valeur, c'est pas de créer ton produit. Ta valeur, c'est toi et ta story au tout départ. Et tu vois, tu vois beaucoup de boîtes telles que Germinal, tu vois beaucoup de boîtes telles que LAO. Il y a une fille, il y a 24-25 ans, je crois, elle développe un produit de cosmétiques. Regarde aussi ces gens-là, comment ils parlent. Ces gens-là, ils parlent à leur nom à eux. Et parce qu'ils parlent à leur nom à eux, les gens créent une relation et se projettent. Tu ne te projettes jamais dans une boîte. Tu te projettes toujours
dans la personne à l'intérieur de cette boîte. C'est pour ça que j'ai commencé à dire l'audience. C'est bien de définir des secteurs, mais c'est encore mieux de savoir à qui tu parles à l'intérieur de cette boîte. Parce que tu parles jamais à une boîte, tu parles toujours à une personne. Donc sur LinkedIn, moi je m'emmerderais pas. Hein. Sur LinkedIn, je parlerai toujours à mon nom. C'est clair. Puis le rôle du storytelling, c'est quand même aussi quelque chose d'assez gros aujourd'hui. Moi, je vois plein de startups qui sont devenues des scale-up qui aujourd'hui prônent encore leur petite histoire de comment ils se sont formés au tout début, comment ça a commencé. Tu vois, on connaît tous l'histoire d'Apple qu'ils ont fait leur truc dans un garage. Enfin, c'est du storytelling, mais tu vois, ça rend le truc plus humain et du coup, ça aide tu provoques de l'empathie en fait. Et l'empathie, c'est des piliers du marketing au final. Donc c'est comme ça, il faut essayer de provoquer l'empathie, je pense. Ça crée un attachement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je raconterai vraiment ma story. Mais ouais, mais en fait, tu vas le voir. Essaye de faire du test. Essaye de prendre le même contenu. Voilà, moi c'est ce que je proposais parce que j'ai coaché également une fondatrice d'un restaurant. Elle voulait pas m'écouter au départ, elle pensait vraiment qu'elle devait avoir une communication corporate. Je lui ai dit ok, très bien, tu fais un test. Tu crées un Facebook corporate, tu crées un Facebook toi. Tu mets corporate, tu mets vraiment des choses sur lesquelles on ne te voit pas et tu crées pas une relation. Et de l'autre côté, tu te mets une photo de toi et tu vas parler de toi-même. Elle me dit mais non, j'arrive pas et tout. Elle l'a fait. Et à chaque fois qu'elle faisait des OH avec moi, elle me disait Tarak, tu m'emmerdes. Je disais pourquoi? Mais parce qu'en fait, tu as raison. Aujourd'hui, c'est la relation. Et moi, je suis quelqu'un qui me base beaucoup sur la data. Parce que sinon, je pourrais être le plus gros charlatan du monde, mais les chiffres ne montent pas. Les chiffres, c'est palpable. Donc, si moi j'ai un doute, je n'écoute pas quelqu'un d'autre. Hein. J'ai un doute, je fais mon test, je regarde corporate et je regarde moi en perso et je mesure. Et en fonction de mon test, si les gens ils sont arrivés beaucoup plus sur du corporate, là c'est bon. J'ai répondu, j'ai mon test, je vois qu'en termes de data, c'est plus élevé qu'autre chose, je fais du corporate. Mais 98% du temps, c'est des gens qui parlent à d'autres humains. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et on l'oublie beaucoup même en termes de B2B. Je parlais encore à Hugo hier, je rentre vraiment dans la transparence, où une des choses que je répète beaucoup, c'est Hugo, si tu dois prospecter des gens, concrètement, prospecte des gens et parle-leur comme si c'était des potes à toi. Et c'est pour ça que moi, quand j'avais créé Ikigai, je parlais à d'autres entrepreneurs parce que j'étais un fondeur et je me prenais pas la tête. Donc concrètement, je suis Tarak, je suis un fondeur, je parle à toi qui est une fondatrice, je vais pas réfléchir en mentor ou autre, je m'en fous. On parle ensemble, si j'ai des choses à t'apporter, je t'apporte ou pas. Et comme ça, on crée une relation. Et plus la relation va être forte, plus ensuite toi, tu vas jouer mon ambassadrice. Donc le business, en fait, je vais faire x3 sur mon ROI en ayant ce type de relation-là. Et je peux au moins mettre, par exemple, dans mon expérience fondatrice 2 avec le nom de ma marque. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr. Tu peux en fait faire des attachements à ta marque. Oui. Ça, il n'y a aucun souci. Mais pas parler comme si tu étais du corporate grand compte. C'est aussi ce que j'aime beaucoup avec les entrepreneurs, c'est que j'ai envie en fait que tu puisses développer et puis que tu puisses prendre du plaisir en discutant avec des gens en partant de la même passion. Parce que si tu veux être corporate, franchement, l'entrepreneuriat, c'est suffisamment difficile. Demain, va bosser ailleurs, tu vas te faire 3 000 € par mois et tu ne seras pas entrepreneur, tu auras des langages corporate, ça sera bien mieux. Parce que l'entrepreneuriat, franchement, et je le regrette moi-même tous les jours quand j'ai dû arrêter ma boîte, c'est la persévérance. Et quelquefois, quand on a des moments de doute, il faut reprendre du plaisir. Donc en fait, en gros, il peut y avoir une page au nom de la boîte, un site internet, mais la prise de parole, c'est en nom. Ouais. Moi, c'est ce que je prends. Mais à la fin de la journée, c'est pas Tarak. Donc à la fin de la journée, c'est toi en faisant ton test. Tu prends la même personne, tu fais un système de test, tu mesures le même ciblage, tu leur montres A, tu leur montres B, tu mesures. Et en fonction de ça, la data, elle te montre pas. 2 plus 2 égale 4. Ça peut pas être autre chose. Donc concrètement, c'est ce que je ferais.
est-ce qu'il y a des gens ici qui... Je change un petit peu de sujet, hein, mais est-ce qu'il y a des gens ici qui ont envie d'aller plus loin dans le gros, qui aimeraient vraiment en apprendre plus, se spécialiser peut-être, je sais pas, peut-être que au niveau voie professionnelle, ça peut être intéressant aussi d'aborder le sujet. Moi, je suis en plein dedans là, donc en ce moment, donc si vraiment il y a des gens qui sont intéressés pour faire ça, n'hésitez J'en pas. connais un qui peut faire ça, c'est Tristan. Ouais, j'avais Je- entendu au début que Tristan, t'avais peut-être des envies d'être grosse. Bah, enfin, en vrai, c'est pas être grosse, hein, c'est vraiment tu le deviens et c'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit juste de s'intéresser au truc, hein, vraiment. Mais vas-y, si t'as des questions, n'hésite pas, hein, je t'en prie. Ouais. Moi, dans l'entreprise dans laquelle je suis, où on n'est que deux, donc un organisme de formation où le patron est super et il est installé depuis 20 ans. Et donc c'est vrai que les méthodes qui étaient utilisées, c'était la vieille école en fait. C'était l'appel à froid, c'était pas de CRM, si tant est que Excel en est un. Mais voilà, c'est ces choses-là. Et quand j'ai vu ce que pouvait apporter le growth, ça m'a vraiment intéressé. Donc j'ai essayé de mettre des choses en place, mais c'est vrai que mon expérience, elle est encore maigre dans ce domaine-là. Mais ça va être du Phantom Buster, ça va être du scraping, ça va être voilà, du public postage, ce genre de choses. Et on va essayer de mettre d'autres choses en place avant la fin de mon année, mais voilà. D'accord, ouais, Pour c'est moi, déjà super, hein. le plus grand là de tout le monde, le plus grand groff de la room là, c'est ton patron. Parce qu'en fait, Alors, c'est ce qu'on dit tout le temps. Soit tu peux t'amuser, bidouiller un petit peu, faire du scrapping, de l'automatisation, etc. Mais à la fin de la journée, ton but, c'est que quand tu crées un business, tu fais de l'argent, hein. Enfin, c'est très con, hein, mais ton seul moyen, ton objectif, c'est de donner à des gens, donc donner une solution à des gens. Mais toi, ton objectif, c'est de faire du cash. Donc, si toi, aujourd'hui, en utilisant des méthodes, ça fait que 20 ans qu'il a son business, pour moi, il a tout gagné. C'est la personne la plus grosse que j'ai jamais vue. Parce que je m'en fous que tu vas utiliser Phantom Buster, Happify, ou je m'en fous. Le plus important, c'est faire du chiffre. C'est ce que je dis toujours aux entrepreneurs, hein. Ne me parlez pas d'automatisation, ne me parlez pas de je sais pas quoi. Parlez-moi de comment vous allez faire du chiffre. Et pour moi, c'est ça. En plus, la chose aussi, j'étais en discussion juste avant là notre call. J'étais en discussion avec un autre sales. Aujourd'hui, ce qui a le mieux marché chez lui, c'est l'appel à froid. Donc on pense à automatiser des choses. Lui, il s'emmerde pas, hein. Il appelle les gens. Ça lui permet de créer de la relation. Il a des paniers moyens qui sont suffisamment élevés pour pouvoir faire de la qualité. Il appelle les gens et il close au téléphone. Et il se fait 10, 15, 20 000 par mois, par jour même. Ça me permet aussi de rebondir sur un truc que je crois qu'on n'a pas dit et qui est quand même vachement important. Et après, vous l'avez sûrement déjà entendu si vous vous intéressez un petit peu aux grosses, mais tester les choses que vous faites, c'est vraiment les tests qui vont... En fait, moi, il y a toujours un truc qui me fait délirer. Ça c'est vrai que je l'entends pas beaucoup quand il y a des comptes sur le gros. Mais à la base, moi, je suis quelqu'un, je fais un bac S. Donc, en bac S, il y a on nous apprend globalement ce que c'est la méthode scientifique. Et tous ceux qui font des études de sciences vous le diront aussi. En gros, la méthode scientifique, c'est vraiment essayer de tester quelque chose, d'émettre des hypothèses et en fonction de ces hypothèses, de vérifier avec de la vraie data si ces hypothèses sont vraies ou pas. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, je pense, aux premiers abords, mais vraiment de mettre ça en place et de commencer à réfléchir de cette manière-là, ça vous aidera parce que en fait, un test va vraiment refléter la qualité du travail que vous faites et c'est avec les tests qu'on arrive à comprendre si quelque chose peut être poussé ou pas, tu vois. Et en fait, une fois que tu vas trouver un test qui va être concluant, tu vas essayer de le pousser un peu plus, et là tu sauras que tu es sur la bonne voie en fait. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je vais rajouter par rapport au fait de tester et vraiment d'adopter une méthode scientifique dans tout ce qu'on fait. C'est même si voilà, en marketing, en commerce, ça pas grand chose à voir avec la science en général. Je veux dire que renseignez-vous sur la méthode scientifique, c'est quelque chose qui reflète trop bien le gros, je trouve. En plus, Tristan, si on est amené à travailler ensemble, je te regarderai jamais tu m'appâteras jamais parce que tu sais mettre en place Phantom Buster. Tu m'appâteras et tu peux demander à Hugo ça. Je suis quelqu'un de peut-être vieille école où moi mon important c'est comment tu vas aider la boîte à faire du chiffre. Ouais, je voulais rebondir là-dessus aussi parce que je suis d'accord avec toi sur sur le fait que c'est important, je pense, d'être multicanal, d'être sur tous les fronts et l'appel à froid, je trouve ça aussi
convaincant aujourd'hui. Ça reste une valeur sûre qui est chronophage, mais qui, quand elle est bien faite, ouais, elle apportera. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, cette année, j'ai beaucoup fait cette chose-là. Donc, je suis plus un sales qu'un growth. Donc, ouais, je suis aussi partisan de l'appel à froid. Il y a des business, avec lesquels l'appel à froid fonctionne plus qu'avec d'autres, mais là c'est pareil, tu vois, c'est le test en fait qui va te faire déterminer si ça marche ou si ça marche pas. Tu vas appeler peut-être 5 mecs, voir si ça répond, voir si ça close, mais voilà, mais t'as un test de base à petite échelle, quoi. Ouais. J'ai une petite question sur la partie automatisation. Parce que souvent, je remarque une start-up qui va commencer à automatiser ses process, elle le fait à un moment où en fait elle veut passer un palier où elle pourrait gagner du coup plus d'argent en automatisant des tâches pour toucher un plus grand nombre de personnes. Mais du coup, c'est aussi un moment où l'entrepreneur n'a pas forcément le temps de se former à des nouveaux outils enfin en fait ça prend énormément de temps de changer un peu tous ces process. Ouais. Est-ce que vous auriez des conseils à nous partager là-dessus sur comment se tenir en veille sur les outils qui existent, comment s'organiser aussi pour le mettre en place au fur et à mesure dans sa boîte et pas se retrouver au dernier moment quand on est au bout du rouleau pour les mettre en place? Alors la chose, avant de redonner la parole à Ego, tu vois, la chose qu'on a commencé à faire ensemble, on a commencé à travailler ensemble à Copernic le même jour. La chose qu'on a commencé à faire ensemble, c'est ce qu'on appelle les scorecards. On n'est jamais parti du principe qu'on devait utiliser des outils. Jamais. On est toujours parti du principe qu'on devait atteindre tel objectif. C'est pour ça qu'on a utilisé la méthode de scorecard, par exemple le BRAS, ou le GROS, on pourra vous le partager. Il y a un. Deux, c'est on a utilisé Miro pour mettre en place tout notre process, pour le mettre à plat. Et en fonction de là où on voulait aller, on s'est dit, OK, alors d'aujourd'hui, on a mis ça en place, on veut atteindre ça. Soit on peut le faire à la main, et il faut qu'on le teste à la main, mais une fois qu'on l'a testé à la main et qu'on a des bons retours, là on se dit, OK, on va aller chercher des outils. Et une des choses que j'ai vues et qu'on fait chaque semaine, c'est d'aller discuter avec d'autres growth de notre écosystème. En disant, OK, toi, dans ta boîte, qu'est-ce que tu as mis en place? Pourquoi tu as mis en place ça? En discutant. Et on n'a jamais vraiment eu une approche, on s'est dit, solution, technologie en premier, mais plutôt objectif, process, technologie. Et donc, en fait, c'est prendre le temps, mais t'as pas le choix, en fait. Si tu prends pas le temps... Ouais, on a fait ça. Comment ça se passe aujourd'hui chez Copernic? En soi, on est censé être les décideurs des outils qu'on utilise dans la boîte, parce que on est les plus aptes à prendre cette décision, je pense. Pourquoi? Parce que nous, quand on veut faire quelque chose, une action précise, on va lister tous les outils qui le font. Et moi, je vais les regarder un par un, tester dans le cadre de l'offre gratuite, parce qu'il y en a toujours une, de l'outil, quel est l'outil qui correspond le mieux à ce que je veux faire. Et c'est vrai qu'à force de le faire, on se rend compte vraiment rapidement si l'outil en question, ça va nous aider ou pas. Mais en fait, il n'y a pas le choix. Ça n'existe pas les experts en outils. Donc soit tu prends un dev et ton dev te fait des choses parce qu'il connaît la tech, etc. Soit tu choisis d'être du côté no code plus que du côté code. Et le côté no code, en fait, bah là t'as pas le choix, c'est toi qui dois aller mettre la main dans la merde, passez-moi l'expression, mais pour vraiment maîtriser les outils et savoir si ils vont correspondre à ton use case ou non. Parce que même les plus grands experts des outils en question, qui pour moi sont un peu les sales aussi, enfin les sales, ceux qui vont essayer de te vendre le produit, eux ils vont pas comprendre ton use case à 100%, ils vont jamais le comprendre parce que c'est pas leur travail et que toi t'es dedans 24 heures sur 24. Donc vraiment teste pour voir si ça te convient et tu perdras moins de temps à tester quelque chose au début, à prendre le temps de bien sonder le marché pour voir si la solution elle te correspond, plutôt que de pas prendre activement une solution au début et te rendre compte 1 mois, 2 mois après qu'elle correspond pas, quoi. Donc je pense que c'est vraiment important cette prise de temps là pour choisir bien ces outils. Ouais. Après, il y a des forums sur lesquels les meilleurs outils sont référencés pour faire telle ou telle chose. Ça fait déjà une partie du tri, mais pour que c'est différent selon chaque cas d'utilisation. Donc
Sachant que des outils, si on voulait avec Hugo, on pourrait chaque jour en tester un. Parce qu'il y en a trop aujourd'hui, il y a trop de solutions. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qu'on utilise nous en interne, c'est LinkedIn Sales Navigator, c'est Call CRM, c'est Drop Contact, c'est Lemlist, forcément c'est HubSpot, et Phantom Buster, Zapier. Integromat, vous pouvez vraiment, il y a beaucoup d'outils qui sont très très bons. Mais on utilise une dizaine, parce que on a aussi dit, ok, ça sert à rien d'aller tout utiliser. Vaut mieux poncer les outils en fonction, encore une fois, de l'objectif et non pas en fonction des outils. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? On a aussi un truc qui s'appelle le budget. Et c'est pas toujours facile d'avoir tout ce qu'on veut dans les boîtes. Les outils B2B coûtent très cher. C'est pour ça que moi je suis partisan du fait de poncer les offres gratuites. Ça fait, je crois que ça doit être mon 8e compte Phantom Buster, un truc comme ça. Mais enfin, tu vois un peu le délire, quoi. T'es pas encore fait radier? Non, pas pour l'instant, mais okay. c'est ça aussi, hein. C'est le gros hacker, c'est un mec qui sait se démerder avec pas grand chose. Et c'est aussi dans le mindset, c'est de se dire, ok, parce qu'on est souvent amené à travailler nous grosses en start-up. Et qui dit startup dit pas forcément des moyens limités, quoi. Donc on est obligé de faire avec des outils qui coûtent plus cher, qui font le taf, et voilà. Et moi l'enseignement que j'en tire maintenant, pour aller encore plus loin par rapport à ça, l'enseignement que j'en tire, c'est que mieux vaut savoir dev un petit peu, si tu veux faire des choses vraiment très très efficaces. Mais bon, ça après c'est un autre débat. Il y a une chose que je vois également, c'est que j'ai jamais voulu rejoindre une agence. J'en parle tous les jours à Hugo, un petit peu de ma frustration. Et surtout, je suis super frustré quand il y a des entrepreneurs qui n'ont pas le budget et qui me disent est-ce qu'ils doivent passer par une agence RP, est-ce qu'ils doivent passer par une agence, etc. Alors, moi, en fait, là, j'ai tendance quelquefois même à raccrocher alors que je suis en OH1. Parce que quand j'ai pas d'argent, je vais pas aller payer quelqu'un d'autre pour faire mon taf. Tout à l'heure, j'entendais le sales, ça prend du temps et tout. Ouais, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, t'es fondeur. Donc, si tu veux pas prendre ce temps-là, encore une fois, va devenir salarié en CDI, tu vas gagner 2500, 3000 euros par mois. T'en viens pas. Parce que si t'es fondeur, c'est toi qui vas faire la vente, c'est toi qui vas faire le market, c'est toi qui vas faire le customer support. Et surtout, tu vas pas externaliser. Moi, je suis rentré sur HubSpot aujourd'hui. Heureusement, on a changé de positionnement. Parce qu'aujourd'hui, la valeur de Copernic pour moi réelle, c'est pas permettre à des bots de faire la lead gen. Ça, je pense que n'importe quelle personne qui est un petit peu entrepreneur, il n'a pas besoin d'une agence pour ça. Par contre, aujourd'hui, on fait de la tech. Donc aujourd'hui, on permet à des boîtes d'implémenter HubSpot. Aujourd'hui, c'est vraiment la tech. Et comme disait Hugo, la tech, ça s'invente pas. Soit toi-même, tu as une armée de tech et tu peux faire tout ce que tu veux, soit la tech, ça coûte cher, mais si tu le fais pas, tu es dans la merde. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on vend, c'est plus réellement, voilà, on va t'aider à faire la lead gen, c'est réellement, on va t'aider, et c'est ce que j'ai appris à mes sales également, à créer un environnement de travail stable. HubSpot, pour nous, c'est ça. Mais je déteste les entrepreneurs qui viennent et qui me posent la question, est-ce que je dois passer par une agence, est-ce que je dois passer par des RP, etc. Non, pas d'argent. Réfléchis pas comme si tu étais Bill Gates, parce que tu l'es pas. Ok, merci, super clair. Oui, il y avait Tristan qui voulait poser une question. Ouais, si c'est bon pour Camille. Je voulais juste poser une question. En plus, je pense que ça pourrait aider tout le monde. En plus, je dois me filer à 19h. Le contenu que vous pourriez proposer, alors je connais Iconoclast par exemple, leur podcast. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui serait intéressant pour s'auto-former, on va dire? Ouais, il y a pas mal de podcasts sur Spotify qui sont très très bons. Wild Marketers. Après, je pourrais essayer de les rassembler, de vous faire un petit mail avec 2-3 ressources. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens qui étaient inscrits aujourd'hui. Makers. Ouais. C'est celui que j'allais dire. Après, ça dépend. Parce que il y a podcast. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts US, mais ça dépend du podcast. Est-ce que c'est des podcasts plutôt marketeurs, par exemple, Growth Letter? Pour les sales, c'est dégueulasse. Parce que ils vont pas. C'est pour ça qu'ils sont créés dans l'arène également. Dans l'arène, c'est plus pour des sales, growth marketeurs. Growth maker, c'est plus pour des growth marketeurs ou des gens du marketing. Donc ça dépend également. Et en fait, pour chaque poste, il y a des podcasts bien déterminés. Allez voir Scalesia aussi. Donc Benoît Dubos, pour ceux qui connaissent pas sur LinkedIn, qui est un mec qui pèse un petit peu quand même dans le gros.
qui a fait donc un site qui s'appelle Scalesia, et en fait c'est vraiment la formation, pour moi c'est la formation de qualité gratuite, donc et que ce soit pour entrepreneurs gros, ce que vous voulez, c'est vraiment Scalesia, je trouve que c'est la crème de la crème, pour ce qui est format écrit. Après j'aurais d'autres chaînes YouTube à vous recommander, mais ça va être plus de la tech, je suis pas sûr que ça vous intéresse ici. Mais ouais, le contenu de 2.io aussi, une agence grosse qui est grave, qui font beaucoup de contenu bien stylé. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on oublie souvent, et ça me fait très très bizarre qu'on oublie d'ailleurs, parce qu'en 2017-2018, ils étaient vraiment à la pointe, et même depuis 2015, c'est The Family. Aussi, ouais. Pour moi, c'est vraiment c'est eux qui ont créé vraiment le premier domaine d'entrepreneuriat, parce que tout ce qui est Scalesia, Germinal, etc., faut pas oublier, en 2018, ça n'existait pas. Donc concrètement, The Family, pour moi, c'est les pionniers en France, et ils ont une chaîne qui est superbe, que je regarde quasiment tous les jours. Ça s'appelle Startup Food. Ouais. Et là, tu regardes ça sur YouTube, et franchement, ils ont des intervenants de qualité. C'est en français, c'est en anglais. Ils vont dans le détail quelquefois sur les expérimentations. Franchement, c'est très très cool. Voilà. Puis t'avais encore une question, Tristan? Là, non, c'était surtout sur ça. Ok, d'accord, non mais nickel. Parce que du coup, nous, on va organiser aussi des office hours, enfin, si ça peut en intéresser, on va mettre en pratique quelques petits cas d'utilisation un peu plus concrets qu'une discussion comme ça, où on parle juste l'un à l'autre, où vraiment, là, le but dans ces office hours-là, qui dureront entre une demi-heure et une heure, ça va être vraiment de partager nos écrans. Moi, j'invite quelqu'un, un profil peut-être tech, et le but c'est vraiment de faire quelque chose ensemble sur une heure, en montrant ce qu'on fait sur les écrans. Donc, si ça vous chauffe, n'hésitez pas à nous le dire. On vous contacte, on vous communiquera l'event quand il sera fait. Oui, et puis Tarak, tu m'avais envoyé un lien aussi pour des office hours. Je pourrais éventuellement aussi, même s'il y en a parmi vous qui veulent que je fasse des mises en relation derrière, c'est totalement envisageable. Vraiment, si vous avez des choses que vous vouliez faire avec moi ou quoi, n'hésitez pas à me demander, m'envoyer un mail, on peut s'organiser ça, et je pense que ça intéressera. Si c'est bien vendu, bien fait, je pense que ça pourra intéresser des gens. Et j'ai une potentielle dernière question. Est-ce que ça vous a été utile? Là, le petit heure d'échange qu'on a passé ensemble, ou pas? Ah oui. Bah, avec plaisir, en tout cas. Si vous voulez approfondir, allez-y, approfondir, vous pouvez nous envoyer des messages et tout, on est ultra dispo, ultra chaud pour continuer à parler. Bah, merci beaucoup en tout cas Tarak et Hugo, et voilà, quoi qu'il en soit, moi derrière je renverrai un mail à tous les participants. Pareil, Tarak et Hugo, je vous enverrai aussi les contacts des participants, comme ça si jamais vous voulez entrer en contact, ça se fera facilement. Et puis voilà, je pense qu'il y en a certains d'entre vous malheureusement qui n'ont pas forcément pu intervenir, mais vraiment n'hésitez pas si vous voulez prolonger les échanges. Et puis encore un grand merci à tous les deux. Et j'en profite pour faire la petite promo la semaine prochaine. Le prochain talk qui aura lieu mardi prochain à 18h, ce sera sur la bonne conduite d'un projet numérique. Donc ça reste un petit peu en plus en lien avec ce que tu disais Hugo sur la partie un peu tech. Là c'est plus par contre comment rédiger un cahier des charges, comment échanger avec un dev, etc. Du coup on est... Ça m'intéresse. Ouais. D'ailleurs si Hugo et Tarak vous voulez participer, vous êtes aussi les bienvenus bien sûr. Mais voilà, encore un grand merci à tous les deux, et puis on reste tous en contact. De toute façon, je pense que tout le monde a mon mail, donc je peux faire le point d'échange si besoin. Okay. Bon, c'est super. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir organisé. Avec plaisir. Merci à vous, merci à tout le monde, ceux qui nous ont écoutés, c'était cool. Bonne fin de journée, puis à très vite. Merci Au revoir. beaucoup. Bye. Au revoir.